Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce webinaire Carnet Pro de rentrée. Vous avez pu voir à l'écran que l'ensemble de nos partenaires vous présentaient leurs vœux pour cette année 2021. Bien évidemment, toute l'équipe de Carnet Pro se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux, des vœux de bonheur, de prospérité pour vous, pour vos entreprises, et puis des vœux aussi certainement de légèreté dans ce monde un petit peu lourd en ce moment. La dernière session de Carnet Pro, vous le savez, en novembre dernier, avait été réalisée avec le sociologue Serge Guérin. Elle s'était déroulée en webinaire. Vous étiez plus de 800 alors à avoir regardé cette intervention. Nous pensions vous retrouver en présentiel ce matin. Bon, bah, c'est raté, mais soyez assurés que nous avons vraiment hâte de vous retrouver en présentiel sur les prochains Carnet Pro. Et voilà, dès qu'on pourra le faire, on se retrouvera dans nos lieux traditionnels. Bienvenue à nos intervenants qui partagent l'écran avec le mien. D'abord, Laurent Collat. Bonjour Laurent. Alors Laurent, il faut activer votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Voilà, sur le... Pardon, oui, bonjour à tous. Oui, ça y parfait. est, j'ai retrouvé le bouton du micro, pardon. Bonjour à Parfait. tous. Et bonjour, donc Laurent qui est le directeur général de Eno et également depuis quelques jours seulement vice-président de Origine France Garantie. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis Gabriel Coltis en direct de Toulouse. Bonjour Laurent, bonjour Philippe, bonjour à Bonjour tous. Gabriel. Eh bien, écoutez, Gabriel, vous êtes professeur de sciences économiques à l'Université de Toulouse et vous avez, on vous a sollicité pour que vous nous fassiez une introduction avec une mise en perspective de l'industrie en France aujourd'hui, une remise dans le contexte, et on vous remercie infiniment de nous prêter une heure de votre temps. Bien, le Carnet Pro, vous le savez, se fait grâce à une équipe, mais aussi grâce à des partenaires qui nous soutiennent. Je tiens à les remercier ce matin, puisqu'ils sont connectés avec nous et je les salue bien volontiers. Nous avons pour Tours Métropole Val-de-Loire, Thierry Chailloux, qui est vice-président délégué aux ressources humaines à l'économie sociale et solidaire à l'innovation et maire de Ballon-Miré. Jean-Marc Ladmiro, qui est expert comptable associé chez Baker Tilly Strego. Éric Loison, le président de Touraine Vallée de l'Indre, et sa responsable développement économique, Cécilia Bastin. Deux personnes qui représentent le Crédit Mutuel, Patrick Morgan, son directeur commercial régional, et Thierry Carteron, qui est en charge des marchés professionnels, et puis pour la Nouvelle République, Emmanuel Pavillon, directrice départementale, et je salue également la présence de Pierre-Yves Ettelin, président d'Ener Communication, qui produit ces rendez-vous Carnet Pro. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons un webinaire qui va fonctionner en 3 phases. Nous avons une introduction qui va être faite par Gabriel Coltis dans quelques secondes. Nous avons ensuite le témoignage de Laurent Collat et ensuite vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat. Alors faites-le dès maintenant, hein, vos questions peuvent être déjà chattées maintenant, si je peux me permettre ce néologisme. Vous tapez votre nom, prénom, votre entreprise, si vous voulez vous faire de la pub, et nous poserons les questions tout à l'heure. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Cette période particulière a remis en lumière le sujet de la souveraineté industrielle de la France. D'un seul coup, au mois de mars, on s'est aperçu que le Doliprane n'était pas fabriqué en France. On s'est aperçu qu'on avait une incapacité à produire un certain nombre de produits tels que les masques. Je crois que vous êtes 2 ou 3 à en avoir entendu parler. Et là, très rapidement, on a eu aussi des réactions des gouvernants assez unanimes. Il faut réindustrialiser la France. Alors, il s'avère que avant nos gouvernants, d'autres personnes avait déjà pensé au sujet. Et c'est ce qui nous a donné l'idée d'inviter Gabriel Coltis, puisque, je ne crois pas me tromper, Gabriel, vous avez créé une association qui est un manifeste pour l'industrie il y a plus de 7 ans maintenant, et ça faisait suite à une tribune dans Le Monde, hein, je crois, vous m'avez dit.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai publié donc une tribune dans Le Monde, je pense en 2013, qui s'intitulait Manifeste pour l'industrie, qui s'inquiétait du long processus de désindustrialisation de notre pays, processus engagé déjà il y a plus d'un quart de siècle et eh bien, qui aboutissait en fait à, euh, à un affaiblissement durable de notre pays et, comme vous l'avez dit, Philippe, à son incapacité aujourd'hui manifeste à faire face à cette crise sanitaire dont on voit aujourd'hui les ravages mortifères. Donc, en effet, c'est bien à la suite de cette tribune que 140 personnes ont signé et que eh bien, un certain nombre ont pensé qu'il était utile de créer une association pérenne indépendante des partis politiques, indépendante des syndicats, indépendante des institutions, et rassemblant des personnes de philosophies diverses, mais toutes convaincues qu'un pays ne peut pas rester un pays développé si il laisse filer son activité industrielle, ses activités productives, mais je dois ajouter aussi son agriculture. Mais on en parlera, hein, si vous le voulez. Ah, on peut en faire un carnet pro sur l'agriculture, ouais, c'est tout à fait Oui, possible. Mais c'est une forme d'industrie oui, aussi, bien hein, sûr. parce qu'elle En fait, elle s'interpénètre avec l'industrie agroalimentaire de plus en plus. tout à fait. Puis ce sont les activités productives, en fait, qu'il faut absolument protéger et développer. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'intitulé de votre carnet pro de ce matin, c'est l'articulation entre concevoir et produire. Je crois que ceci est extrêmement important. On a pu penser pendant longtemps dans notre pays qu'il suffisait en quelque sorte de concevoir, il suffisait d'avoir de la recherche, du développement pour que ipso facto, eh bien, on soit parmi les leaders des pays développés. On a considéré que les activités de production et les activités de fabrication étaient donc des activités banales que l'on pouvait externaliser. C'était la France sans usine, sans SANS malheureusement, et donc on a délocalisé toute une série d'activités avec les résultats catastrophiques que nous connaissons aujourd'hui. Alors d'autres pays ont fait les mêmes choix, les Américains ont fait le même choix, mais tous les pays ne l'ont pas fait. L'Allemagne n'a pas fait ce choix, en tout cas elle ne l'a pas fait avec la même intensité, avec les mêmes formes. L'Allemagne reste un pays fondamentalement industriel. Le quart du PIB allemand est aujourd'hui réalisé directement dans l'industrie, alors que la part de l'industrie dans notre pays, ça dépend évidemment des façons de compter, mais on va dire que c'est entre 10 et 12% du PIB, c'est-à-dire la moitié La moitié, oui. de ce que pèse l'industrie dans le PIB allemand. Donc ça, ce sont des chiffres qui parlent beaucoup. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que finalement, les pays qui ont le niveau d'activité le plus fort, ceux qui parviennent à se développer, eh bien, ce sont ceux qui ont préservé, qui ont développé leur base industrielle. Je viens de parler de l'Allemagne, mais je pourrais évidemment parler de la Chine et des pays qui, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui sont en activité pleine et entière. Et donc, je pense que la désindustrialisation, eh bien, nous la payons, comme vous l'avez dit, Philippe, au prix fort aujourd'hui, il est manifeste à travers la difficulté que nous avons à nous procurer les masques, à nous procurer les respirateurs, le gel hydroalcoolique et aujourd'hui aussi les vaccins, il faut bien le dire. Eh bien, on a affaire là à des signes qui sont patents et qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui, des conséquences dramatiques de la désindustrialisation. Donc le lien entre concevoir, avoir une activité intellectuelle, comme vous le disiez pour votre journal tout à l'heure, vous disiez, nous avons deux bâtiments, un bâtiment dans lequel il y a l'activité intellectuelle, les journalistes, la production intellectuelle du journal, et puis je passe une passerelle et de l'autre côté, il y a les machines, tous les équipements qui permettent de sortir le journal. Cette articulation est absolument essentielle. Notamment pour la recherche et le développement, c'est vrai on a eu tendance vraiment à séparer les deux entités en pensant qu'à 10 ou 12 000 kilomètres d'écart, on pouvait collaborer.
Oui, et certaines entreprises ont testé en quelque sorte ce modèle. En un nommant peut-être, Alcatel est une entreprise qui autrefois était un fleuron de l'industrie française. Et on se souviendra que l'ancien dirigeant d'Alcatel eh bien, considérait que 130 000 salariés, c'était vraiment 128 000 salariés de trop, et que le cœur de son activité, eh bien, c'était les ingénieurs, les 2000 salariés. Il a donc prétendu vendre la totalité de ses usines et délocaliser son activité de production. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement que des lambeaux d'Alcatel qui ont d'ailleurs été rachetés par d'autres entreprises. Et voilà, ce modèle de séparation, en fait, ignore les articulations qui sont fondamentales entre les activités de conception, les activités d'innovation, pas nécessairement de la recherche-développement. Hein. Je ne crois pas que chez Eno, il y ait 5 salariés qui font de la recherche-développement. Je pense que, par contre, Eno est une entreprise qui est très, très innovante. Laurent nous l'expliquera tout à l'heure. Donc, c'est l'articulation entre les activités de conception, les activités de réflexion sur le métier, sur le travail, sur la matière, sur le process, la fabrication, le savoir-faire. Tout ceci est complètement interpénétré et vouloir séparer en quelque sorte et se réfugier dans des activités totalement immatérielles, eh bien, me paraît être une illusion. Donc, je pense que c'est une illusion pour une entreprise et c'est très, très dangereux, en tout cas pour une économie nationale. Là, donc, on est au niveau du constat. Le manifeste que vous aviez publié, l'association que vous avez créée, nous donne quelques pistes aujourd'hui. En quelques mots pour les personnes qui nous suivent ce matin, est-ce que vous pouvez nous les tracer? Et puis ensuite, on rentrera dans l'exemple pratique, effectivement, du témoignage de Laurent Collat. Oui, alors je pense, oui. Oui, je pense qu'il y a peut-être trois pistes essentielles. Hein. La première, c'est de cesser de considérer le travail uniquement sous l'angle des coûts. Je pense que, en effet, les coûts de production sont très significatifs, ils sont importants dans la stratégie de l'entreprise, dans son positionnement, mais derrière des coûts de production, il y a aussi des hommes, il y a des femmes qui travaillent, et ce sont ces personnes-là qui, en réalité, assurent la fabrication, ce sont eux qui innovent, et donc reconnaître le travail comme étant aussi un apport d'expérience, un apport de compétences, une capacité d'innovation, donc reconnaître pleinement le travail et ses vertus, ne pas considérer que réduire le temps de travail, c'est quelque chose qui est un objectif en soi, donc reconnaître la place pleine et entière du travail dans l'entreprise me paraît très, très important. Les questions d'éducation, les questions de formation, les questions d'image, l'image des métiers industriels, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, qui comptent beaucoup. Donc ça, c'est la première chose. Donc, c'est reconnaître la place du travail industriel de fabrication aujourd'hui. La deuxième chose que j'évoquerai, c'est sans doute la nécessité d'un ancrage territorial des activités, c'est-à-dire les entreprises ne sont pas hors sol. Elles vivent dans des écosystèmes, elles ont des salariés qui viennent de quelque part, qui sont formés quelque part dans des IUT, dans des BTS. Donc, les entreprises travaillent avec des fournisseurs, avec des clients, même les plus internationalisés, en fait, ont besoin d'avoir un ancrage territorial, d'évoluer dans des écosystèmes. Ça me paraît également un élément très important, cet ancrage territorial. Et puis, le troisième élément sur lequel on reviendra sans doute, c'est qu'aujourd'hui, le grand défi pour les entreprises comme pour l'ensemble de nos sociétés, et on le voit à travers la pandémie, c'est le défi de la transition écologique. Notre Terre va mal, notre planète va mal, et donc il faut inventer des modèles économiques qui soient à la fois performants sur le plan de l'efficacité économique et industrielle, et qui en même temps assument pleinement la transition écologique. Donc je pense que les entreprises qui produiront des biens durables, des biens réparables, éventuellement recyclables, parce que la recyclabilité a un coût énergétique souvent très, très élevé, donc je préfère la durabilité et la réparabilité, ou encore le partage, quand cela est possible. Hein. Il y a des modalités nouvelles aujourd'hui qui permettent de partager des biens industriels, hein, comme des automobiles, des vélos ou bien d'autres choses encore. Donc, toutes ces logiques-là qui correspondent au fait aux objectifs du développement durable, les entreprises doivent en faire une opportunité.
et non pas les vivre comme étant une contrainte ou comme étant un coût supplémentaire. Il ne s'agit pas du tout pour l'industrie française de tenter de rivaliser sur le low cost. Ce n'est ni souhaitable ni possible. Donc, il faut être capable de produire des biens de qualité. Mais quand on dit qualité, c'est un mot qui est assez vague. En fait, c'est produire des biens essentiellement qui correspondent aux besoins et des biens qui soient, comme je le disais, durables, réparables, que l'on va conserver peut-être toute la vie. Hein. Donc, je pense que Hainaut est une très bonne illustration de ces biens durables. Bah, écoutez, voilà, vous faites la transition, vous avez raison. J'ai eu l'occasion avec Laura Bizet, qui m'a aidé à préparer ce carnet pro, de visiter le site industriel de Niort, sur lequel vous êtes installé, Laurent. Et effectivement, c'est un sujet que nous avons évoqué et sur lequel nous allons revenir. Mais nous retenons ces axes et puis on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. La valeur travail, l'ancrage territorial et la transition écologique. Laurent, on va vous entendre sur réussir une production industrielle performante en France aujourd'hui. Pour présenter votre entreprise, on va choisir de vous faire réagir sur quelques slides, quelques photos que nous avons préparées. Alors nous, on vous a rencontré tout simplement dans les jardins de l'Élysée. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes pris en photo avec votre épouse et le chef de cuisine de l'Élysée, hein, c'est ça? Oui, absolument, le chef de cuisine de l'Élysée. Et nous avons eu la chance donc d'être. On a participé, et je crois que ça a lieu encore cette année, enfin je suis sûr même, peut-être un petit peu en fonction de la pandémie, on ne sait pas exactement si ça se tiendra, mais cette année encore, le président de la République organise une grande exposition de quelques objets fabriqués en France, un par département, et nous avons eu la chance d'être sélectionnés comme l'objet représentatif l'année dernière de notre département. Donc, on était très fiers et on était sur le perron, comme vous pouvez le voir, tout près des appartements de la présidence de la République. Enfin, moi, je n'étais jamais rentré, bien entendu, à l'Élysée. Déjà, c'était un moment d'émotion. Et voilà, quelle fierté de pouvoir… je crois que c'est le premier président de la République à faire ça, et quelle fierté de pouvoir dire aux Français qui sont venus visiter cette exposition, de leur dire qu'il existe encore des objets fabriqués en France. Hein. Je crois qu'il y a encore beaucoup trop de Français qui pensent peut-être qu'il n'y a plus d'usines ou pratiquement plus d'usines. Et voilà, c'est dommage et c'est bien de remettre en avant ce savoir-faire très français qui malheureusement a décliné, comme vous venez de le dire, Gabriel, mais qui, il n'y a pas si longtemps, tenait assez haut son positionnement vis-à-vis de l'Allemagne. Mais voilà, mais bien entendu, nous n'en sommes plus là, mais ce n'est pas… Nous, les industriels, nous pensons que ce n'est pas perdu. Hein. Nous avons bon espoir, à partir de nos petites bases installées, d'essayer de relancer tout ça. Mais il faut effectivement un soutien intense des pouvoirs publics. Et là, on a l'impression que les pouvoirs publics semblent s'intéresser à la question, ce qui n'a pas été le cas pendant de nombreuses années, malheureusement. Et nous aussi, de par le fait, puisque vous savez que quand nous faisons nos rendez-vous carnet pro, ils viennent en point d'orgue d'un travail journalistique qui est fait par la Nouvelle République, qui publie un mensuel économique. Je vous le montre à l'écran, il est paru ce matin, et forcément, le sujet est en lien direct avec notre intervention de ce matin, puisqu'il est consacré en grande partie à se fournir en local. Je montre même la publicité de la Chambre de commerce derrière, qui est tout à fait cohérente par rapport au sujet de ce matin. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est dit, bien, pour aborder ce sujet, on aurait pu, je sais pas, faire venir le directeur technique de l'usine Toyota qui produit en France, ou ce genre de personnes, mais ça n'aurait pas été très cohérent par rapport à ce qu'on voulait faire. Et sur la zone de diffusion de la Nouvelle République, on avait cette chance de vous avoir trouvé. Donc c'est comme ça qu'on vous a invité, et on vous remercie d'avoir accepté l'accueil que vous nous avez réservé pour préparer cette matinale. La première partie, ce sera Hainaut en quelques dates, et puis la deuxième partie, on parlera de la certification Origine France Garantie, association dont vous êtes le vice-président. Alors là, on a en photo un de vos produits, qui est une plancha, c'est ça? Oui, absolument. Alors, c'est un appareil de cuisson d'extérieur, comme tout le monde peut le réaliser, qui est dans la famille un petit peu des barbecues, mais c'est vrai qu'en France, maintenant, le principe de la cuisson à la plancha est en train de prendre son positionnement, j'ai envie de dire, naturel, parce que cuisiner sur une plaque ou cuisiner sur un ustensile est quelque chose d'assez traditionnel pour les Français. Et c'est vrai que ce concept de cuisson que
que nous avons développé dès les années 90, trouve beaucoup de succès. Alors d'abord dans le sud-ouest, ça a démarré là, et puis ça se propage petit à petit dans les grandes agglomérations, mais aussi le long des côtes. Et ça commence à intéresser aussi le nord et le nord-est de la France. Donc petit à petit, cette tradition de cuisson ramenée dans le jardin, si on peut dire, se popularise énormément. Alors au départ, on n'était pas à Niort, on était en 1909, c'est ça? Oui, alors 1909, c'est la date de création d'entreprise à Revin. Alors il y a mon téléphone qui se met en route, je l'éteins. Et voilà, 1909, Revin, au bord de la Meuse, dans les Ardennes, c'est la création par Arthur Hainaut, qu'on voit en médaillon sur cette photo, et qui démarre une activité dès le départ. Alors, les Ardennes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un lieu, une zone géographique spécialisée dans la fonderie, donc qui démarre une fonderie d'objets et d'instruments de cuisson et de chauffage, et ce que nous sommes restés aujourd'hui. Donc c'est assez amusant de constater que d'une intuition de départ ou d'un savoir-faire de départ qui a été délocalisé à Niort sous la poussée des Allemands en 14, parce que Niort était la zone d'accueil des réfugiés ardennais en 1914. Donc Arthur Hainaut est parti avec tous ses ouvriers, a racheté une fonderie à Niort, et ça, les images que l'on voit, ce sont des images de notre usine actuellement. On voit, alors bien entendu, nous ne coulons plus la fonte à la louche, et nous n'avons plus de fonderie, mais nous avons encore ce bâtiment que j'aperçois à droite, qui est un bâtiment dans lequel nous entreposons maintenant beaucoup de marchandises, c'est un magasin, mais qui a conservé ses allures du 19e siècle. Donc voilà, donc une première délocalisation sous la poussée allemande, on en parlait tout à l'heure, et nous voilà à Niort depuis 1916. Et l'usine, donc les deux usines ont été conservées pendant l'entre-deux-guerres, et après la Deuxième Guerre mondiale, l'usine des Ardennes a été fermée. Donc voilà, nous sommes à Niort depuis une centaine d'années, mais le bâtiment dans lequel nous sommes est un bâtiment dans lequel il y a eu une activité de fonderie depuis le 19e siècle. Donc c'est déjà une activité industrielle presque 150aire. Et un site industriel assez proche du centre-ville, ce qui aujourd'hui en France n'est pas toujours le cas. Hein. L'industrie a ce site commun avec les cimetières, c'est que au départ ils étaient dans les centres-bourgs et on les a déplacés progressivement vers les extérieurs. Oui, c'est vrai que ça a démarré au 19e siècle, vraiment au milieu de la ville, à côté de la rivière, enfin, qui est un fleuve qui s'appelle la Sèvre. Et puis assez rapidement, les commerçants de centre-ville de l'époque ont dû dire de se déplacer un peu. Et donc maintenant, effectivement, nous sommes entre les cimetières et nous faisons tout pour que le cimetière ne nous rattrape pas. Donc nous poussons les murs activement. Et donc voilà, donc ça fait maintenant tout ce temps-là que nous sommes implantés presque en centre-ville, à quelques pas de la gare. Et voilà, donc c'est aussi pour les industriels que nous sommes, ont une complexification parce que les camions sont obligés de traverser la ville, et le maire de Niort accepte ça au principe que quand même nous avons des emplois bien intégrés, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même pratique parce qu'on peut trouver facilement maintenant dans la population urbaine des gens qui trouvent beaucoup d'intérêt à venir travailler dans une usine en bus, en vélo, enfin vraiment à l'intérieur de la ville. Donc c'est quand même très pratique d'être à l'intérieur d'une ville maintenant. Et c'est une piste sur laquelle on pourra revenir dans notre échange avec Gabriel tout à l'heure, effectivement, cette proximité production et lieu d'habitation. L'intuition du créateur de changer de nom en 1927, il avait quand même voilà, une capacité à anticiper le marketing d'aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas d'exemple aussi ancien, me semble-t-il. Alors s'il y a des spécialistes de l'histoire des marques qu'ils s'expriment, j'ai l'impression déjà en 1927, peut-être est-ce même encore un peu antérieur, il phonétise son nom, donc Hainaut, H-A-I-N-E-A-U-X devient Hainaut en 3 lettres, qui est presque un anagramme parfait parce que ça donne Hainaut, One, Noé, Néo, et puis E.ON, qui est un grand fabricant d'énergie. Bon. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que dès 1927, peut-être pour des raisons de simplicité de fonderie ou pour pouvoir plus facilement mettre son nom dans un blason ou dans un repère de marque, il décide de phonétiser son nom.
Et c'est très intéressant au plan de l'export maintenant, qui n'existait probablement pas en 1927, parce que c'est un nom prononçable presque dans toutes les langues, j'espère. Je ne l'ai pas testé en chinois, mais je pense que, en tous les cas, toutes les langues européennes prononcent assez facilement ce mot, cette marque. Et ça a beaucoup de valeur en soi aussi, parce que même les domaines Internet coûtent très cher. Maintenant, les domaines à 3 lettres Internet coûtent très cher parce qu'il n'y en a pas une combinaison gigantesque. Oui, effectivement. Oui. Donc là, on est dans un développement de l'activité très forte. Là, vous pouvez nous dire en 2 mots les produits qu'on voit à l'écran. Oui, alors là, c'était le cœur de l'activité. Hein. Ce sont des chauffages au gaz. Et quand vous êtes venu, Philippe, visiter l'usine, peut-être avez-vous aperçu dans la salle d'entrée, enfin dans l'accueil, un modèle de ces appareils des années 50, qui est un appareil de chauffage en fonte émaillée, tout le pourtour que l'on aperçoit est en fonte émaillée, avec des esthétiques un peu de calandre de voiture. Donc, on s'est pas mal posé la question de relancer ce type de modèle qui forcément coûterait relativement cher, mais on voit bien qu'à l'époque, l'usage de matériaux durables et solides était quand même le choix de préconisation premier, qui était le principe de consommation de nos parents, de nos grands-parents, qui consistait pas à acheter tout le temps des objets, mais d'en acheter un de temps en temps. Et j'ai envie de dire qu'ils n'avaient pas le choix que de choisir des objets durables, parce qu'il n'y avait pas cette compétition sur le prix de vente qui est devenue un peu une aberration dans laquelle on a tous plongé, nous les premiers. Et c'est vrai qu'il faut redonner de la valeur à la matière. Je crois que, bien entendu, Gabriel nous le rappelait tout à l'heure, mais utiliser des matériaux beaucoup plus durables, c'est l'objectif du développement durable, de la transition écologique, et c'est l'objectif aussi d'industriels comme nous qui tentons de ne pas être dans la compétition du prix, mais dans la valorisation de nos savoir-faire. Donc ensuite, rapidement, on est dans les 30 Glorieuses, Eno se développe. J'ai retrouvé ici une publicité qui doit dater des années 60, où vous aussi, hein, vous cédez aux sirènes du marketing. Quand je dis vous n'étiez pas encore arrivé, Laurent, puisque finalement, l'entreprise, avec votre associé, vous la reprenez en 2003, à un moment où, on peut le dire, il y a une décroissance de l'activité et vous arrivez avec des constats à faire, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'en 2003, l'entreprise avait vécu une dizaine d'années plutôt favorables, parce que de ces petits instruments de cuisson que l'on a aperçus, ou de chauffage, principalement de cuisson, qui est notre domaine d'activité de prédilection maintenant, de ces petits objets de cuisson, ces petits objets de cuisson ont trouvé leur place dans le marché du nautisme, puisqu'il n'existe pas de bateau à voile qui ne propose des séjours transatlantiques ou transmanche. Donc, pour pouvoir traverser l'Atlantique, il faut bien entendu une petite gazinière à bord. Et comme nous étions spécialistes des petits instruments de cuisson, assez naturellement, l'entreprise s'est orientée vers la fabrication de gazinières de bateaux ou de réchauds de bateaux, un peu comme les petits réchauds que nous avons vus, mais dans des matériaux qui ne sont pas peints. Nous, pour le marché du nautisme, qui est un marché très exigeant au plan de la corrosion, nous utilisons exclusivement l'acier inoxydable, et parmi les meilleurs aciers inoxydables qui existent, de façon à pouvoir offrir une résistance à la corrosion la plus longue possible. Voilà, donc en fait, d'un fabricant d'électroménager d'appoint, petit électroménager, on est devenu leader mondiaux par le rachat, mais peut-être qu'on en parlera après, de notre principal compétiteur nord-américain. Et nous voilà donc premier fabricant mondial d'appareils de cuisson pour le nautisme, plutôt le nautisme à voile, mais également le nautisme à moteur, qui, même s'il fait souvent de moins grands ronds dans l'eau, a besoin aussi de se cuisiner, de cuisiner des petits plats, de mitonner des plats. Voilà. Et la transition entre nos deux marchés, donc nous sommes fabricants d'appareils de cuisson pour le nautisme et de plancha, et sur cette photo, nous apercevons le plus petit commun dénominateur, qui est une plancha pour bateau, ou 2 modèles de plancha pour bateau. Et on s'aperçoit que maintenant, la mode ou la tradition, entre la mode et la tradition de la plancha, trouvent leur place, et une place est
particulièrement intégré dans les bateaux pour intégrer les planchas. Les Français le réclament et petit à petit, les grands fabricants mondiaux que sont nos voisins vendéens et Rochelais, les Dufour, les Beneteau, les Jeannot, intègrent dans leurs bateaux un espace spécifique pour la cuisson à la plancha à bord, qui est quand même plus pratique que la cuisson traditionnelle. Aux États-Unis, on trouve énormément de barbecues sur les bateaux, plutôt des barbecues charbon de bois parce qu'ils ne connaissent pas le concept de la plancha, mais on est en train de convaincre aussi les Nord-Américains de cuisiner à la plancha sur leur bateau. Cette consolidation en 2006, 2 mots, parce que c'était une croissance externe. Hein, vous avez repris une boîte canadienne, c'est bien ça? Oui, on a repris notre principal compétiteur qui se trouve à Vancouver, qui est de l'autre côté donc, de l'Amérique du Nord. Voilà, donc on a racheté ça à un Américain qui ne voulait plus la garder. Voilà, donc ça a été une opération à la fois à court terme un peu difficile parce qu'en 2006 tout allait bien, mais en 2007 on est tombé dans cette crise des subprimes qui fait qu'à court terme cette acquisition nord-américaine a été probablement une grande source de fragilité. À moyen terme, on peut dire qu'on est quand même devenus des Américains et comme on a survécu malgré un marché qui s'est effondré en 2007, on peut dire que grâce à ça, nous avons attrapé la culture nord-américaine, essayer de mieux comprendre comment vendre des produits là-bas. Et puis à long terme, on peut considérer que maintenant, nous sommes déjà dans le long terme. On s'aperçoit qu'on est vraiment maintenant en capacité de proposer des produits en Amérique du Nord parce qu'on connaît mieux les normes, on connaît mieux la culture et nous sommes en train d'implanter notre marché de la plancha déjà à Québec. Pardon. Déjà à Québec, mais petit à petit, nous allons nous déployer dans les diverses zones de culture du barbecue américain. Alors là, on voit des énormes barbecues américains avec des personnages qui correspondent bien à cette cuisson. Et voilà, on espère trouver notre petit chemin, notre petite voie entre les grands barbecues pour faire de la cuisson à la plancha aux États-Unis, qui sera une cuisson, hein, on le sait, pour ceux qui ne le savent pas, qui est plus féminine, qui est plus européenne, qui est peut-être plus légère, qui carbonise moins. Et on peut faire à la plancha, on peut faire depuis la toute petite crevette grise jusque la côte de bœuf. Souvent, c'est une démonstration que nous faisons parce que beaucoup de gens préfèrent la côte de bœuf au charbon, mais on apporte la preuve qu'à la plancha, c'est particulièrement savoureux aussi parce qu'on maîtrise particulièrement bien la cuisson. Donc, comme Gabriel Coltis et moi-même ne vous croyons pas, on vous demande de nous faire la démonstration en présentiel une prochaine fois pour pouvoir goûter la côte de bœuf à la plancha. J'ai passé 2 slides rapidement parce que c'était intéressant qu'on suive votre propos par ces illustrations. J'étais très surpris, moi, finalement, le marché de la plancha, c'est un marché assez récent et j'ai retrouvé une vieille photo avant et votre produit après. On est simplement sur la fin du siècle dernier, hein, sur le... Oui, c'est un marché qui a vraiment démarré dans les années 90. Alors, plancha, c'est un mot espagnol et je trouve que la photo de gauche illustre bien ce qu'était la plancha à l'origine, c'est-à-dire une plaque posée sur des braises. C'est juste finalement voilà, le concept de la poêle, mais utilisé directement dans le feu. C'est ça la plancha traditionnelle, c'est celle-là. Et bien entendu, elle était quand même pas très pratique sous cette forme-là parce qu'il fallait quand même faire son feu d'une part. Et d'autre part, poser une plaque directement sur des braises, ça devait poser un certain nombre de problèmes. Donc, très rapidement, on a plutôt utilisé l'énergie naturelle de la cuisson, qui est le gaz, encore beaucoup. Mais nous avons aussi des planchas électriques. Nous combinons les deux modes de cuisson. Alors, électrique, pour l'instant, sous forme de radiant, mais on réfléchit aussi à d'autres formes de chauffage de cette plaque différent du radiant. Voilà.
Avant de passer à la deuxième partie sur le Made in France et votre combat, en quelque sorte, sur le Made in France, deux mots, parce que cette reprise d'entreprise et ce développement, ce n'est pas fait sans modernisation de votre outil de production. Enfin, j'ai eu l'occasion de le constater. On ne peut pas rentrer dans le détail de ce que vous avez amené comme concept, enfin, comme process de fabrication, mais vous y avez consacré beaucoup d'énergie. Oui, on y a consacré beaucoup d'énergie parce que, bien entendu, fabriquées en France, des plaques de plancha qui pèsent jusqu'à 30 kilos chacune. Au départ, on a bien sûr démarré avec quelques unités, quelques centaines, quelques milliers, et rapidement, on s'est rendu compte que la pénibilité au travail était inacceptable. Et il nous a fallu réfléchir à quelque chose de différent pour émailler nos plaques de plancha. Nous sommes donc des émailleurs. Même si nous ne sommes plus des fondeurs, on n'a plus de fonderie, mais nous émaillons les plaques de plancha. C'est-à-dire que nous les vitrifions à 800 degrés dans un four. Et on faisait tout ça à la main jusqu'à il y a peu de temps. Et à force de travailler la matière, je crois que ce qui est important dans ce qu'a dit Gabriel, c'est de dire on ne peut pas, enfin pour faire de l'industrie en France, on ne peut pas ne pas travailler la matière. Et travailler la matière, c'est faire en sorte que le mariage entre la fonte et l'émail soit un mariage solide et durable. C'est extrêmement complexe. On est moins de 10 émailleurs maintenant sur tout le territoire national. Donc, c'est vous dire qu'on a très, très peu de capacité de trouver des compétences dans ce domaine. Mais on a voulu innover. Et ce que nous faisons en matière d'émaillage robotisé maintenant de plancha, c'est, à ma connaissance, une première mondiale. Et je n'ai pu réussir à faire cela qu'en ayant à ma disposition tous les ingrédients pour faire des tests. Donc, pendant des mois et des mois et des mois, nous avons testé d'abord l'application de poudre d'émail sèche sur les plaques et avec des succès plutôt favorables, mais des rebondissements aussi, des moindres succès et de meilleurs succès. Nous avons réussi à maîtriser une nouvelle technique, si on peut dire, d'application poudrer des mailles sur les plaques et qui nous a permis ensuite d'introduire le robot parce que le plus difficile était fait et après le robot qui somme toute sont des objets assez basiques, assez précis et assez puissants mais assez basiques qu'il suffit de les programmer pour faire un mouvement et une fois qu'ils répètent le mouvement ça se passe vraiment très bien et voilà, j'incite tous ceux qui peuvent, dans leur processus de fabrication, s'il y en a, mais bon, bien entendu, peut-être certains sont encore plus robotisés que moi, mais c'est vrai que nous, les PME, nous devons impérativement nous équiper de ces robots qui, d'une part, soulagent la force humaine et d'autre part, permettent de produire pratiquement H24. Et c'est ce que nous faisons. 24 heures sur 24, nos robots tournent pour pouvoir produire des plaques de plancha. Et c'est ce qui nous permettra vraisemblablement d'attaquer le marché américain et voire plus. On ne connaît pas pour l'instant la stratégie de Joe Biden en matière d'indépendance des États-Unis, mais vraisemblablement, si nous vendons beaucoup aux Américains et si les volumes sont très importants, ne serait-ce que pour réduire les distances, peut-être que nous serons amenés à copier-coller cette ligne de robots aux États-Unis pour produire au plus près du marché américain. Voilà, c'est ça un peu les perspectives aussi de ce développement, de cette innovation, c'est pouvoir aller s'implanter, planter notre drapeau franco-français de plancha au beau milieu des fabricants de barbecue que sont le grand spécialiste de la question qui est Weber, mais qui d'ailleurs le dit Weber, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais qui est essentiellement fabriqué en Chine, bien entendu, comme beaucoup d'objets. Si c'est vrai, vous avez le droit de le dire. Américains. Voilà, mais bon, c'est juste un constat. Hein. Chacun fait comme il l'entend. Vous faites en produisant en France, vous, quoi qu'il en soit. Donc, vous avez le label, enfin, vous avez deux labels d'ailleurs, hein, auxquels vous êtes attaché d'ailleurs. Un label entreprise du patrimoine vivant et puis un label Origine France Garantie. Et donc, absolument. Alors, très vite, quand nous avons commercialisé les planchas en grande distribution, avec d'autres compétiteurs qui étaient plutôt des compétiteurs franco-chinois, donc des prix complètement différents des nôtres, il nous est apparu important, compte tenu du fait qu'il y a quand même de moins en moins de vendeurs dans les rayons de la grande distribution, il nous est apparu important que le produit puisse parler de lui-même, de ses origines.
Alors, nous avons tenté de convaincre la région Poitou-Charentes, à laquelle nous sommes rattachés, de nous aider à mettre un label de certification de fabrication picto-charentaise. Bon, je me suis un petit peu perdu dans les couloirs de la région Poitou-Charentes à l'époque et sur une initiative de, je crois, Nicolas Sarkozy en 2011, Yves Gégaud, son ancien ministre, a lancé cette association Origine France Garantie pour identifier, pour certifier, c'est la seule certification française qui garantit aux consommateurs une véritable fabrication française. Alors, elle n'exige pas 100% de fabrication française, puisqu'il y a des objets qu'on ne trouve plus en France. Moi, par exemple, si je prends juste l'exemple dans mes produits de l'acier inoxydable est un produit maintenant qui n'est plus français. Il est parfois parachevé en France, mais enfin, il est essentiellement fabriqué ailleurs en Europe. Bon, ben, typiquement, je suis labellisé Origine France Garantie, bien qu'utilisant des matériaux qui ne sont plus fabriqués en France. Donc, la règle, c'est de dire 50% de la valeur du produit doit être au moins 50%, au moins 5%, 50% de la valeur du produit doit être fabriqué en France, main-d'œuvre et matières achetées ou matériaux achetés globaux. Voilà, donc tous nos produits passent, bien entendu, la certification. Et alors, comment se fait cette certification? Il y a des audits qui sont faits régulièrement sur les entreprises adhérentes? Oui, alors, absolument. Ce qui fait la force de ce label, alors il coûte effectivement le prix d'un audit annuel, bien entendu, puisqu'il faut bien qu'un organisme indépendant, certificateur comme l'AFNOR, comme Bureau Veritas et d'autres, viennent contrôler que votre fabrication de toutes vos gammes de produits certifiés soit bien, répondent toujours au cahier des charges qui existe pour un nombre important de produits fabriqués en France. Il y a plusieurs familles de produits qui peuvent être certifiés. Toutes les familles de produits fabriqués en France peuvent être certifiées, mais pour chaque famille, il peut y avoir des règles spécifiques en fonction des contraintes de chaque type de fabrication. Voilà, donc ça coûte en gros le prix d'un audit d'une journée, enfin pour une PME comme la mienne, d'une centaine de personnes, voilà, c'est à peu près le prix d'une journée d'audit. Bon, pour des très, très grands sites industriels avec de plusieurs usines, c'est probablement un peu plus cher, c'est un petit peu plus cher. Et pour des petites structures, nous avons négocié avec les organismes certificateurs des prix plus favorables pour que les petits fabricants puissent accéder à ce label de manière positive. Voilà. Et bien entendu, l'autre partie de la dépense pour le label Origine France Garantie, c'est l'adhésion à l'association, qui est obligatoire dans le cadre du label et qui permet d'assurer la promotion de ce label partout en France. Alors, il n'est pas encore très connu. Je crois qu'il parle à l'ensemble des consommateurs parce que quand on demande spontanément « Connaissez-vous le label Origine France Garantie ?» 80% des gens disent « J'en ai déjà entendu parler ». Je crois que surtout, il porte, bien entendu, en soi, le logo et les mots qu'il porte expliquent naturellement tout son bien fondé. Donc ça, c'est le label Origine France Garantie. C'est un label produit, c'est-à-dire qu'une entreprise n'est pas… L'entreprise Eno n'est pas une entreprise Origine France Garantie. L'entreprise Eno produit fabrique des produits qui sont certifiés Origine France Garantie. Il existe un autre label qui est un label d'entreprise cette fois, un label d'État, qui lui-même devient un petit peu payant pour pouvoir avoir en quelque sorte le sérieux d'une certification, qui est le label Entreprise du patrimoine vivant, qui identifie, lui, plutôt des savoir-faire rares en France. Voilà. Et nous, notre savoir-faire rare, on l'a déjà évoqué, c'est le savoir-faire de l'émaillage. L'émaillage, oui. On est entreprise du patrimoine vivant pour nos spécificités d'émailleurs. Et il existe des passerelles entre cette certification entreprise du patrimoine vivant et le monde de la formation, parce que voilà, se faire certifier entreprise du patrimoine vivant, c'est quelque part reconnaître qu'il y a un savoir-faire. Quelquefois, savoir-faire, vous le disiez vous-même, qui est en train de se paupériser. Est-ce qu'aujourd'hui, ce label permet aussi d'investir le champ de l'éducation, de la formation pour encourager des vocations?
Alors, je crois qu'il nous sert à de nombreux niveaux. Déjà, il est un moyen d'expression au niveau des pouvoirs publics, hein, même des administrations, en disant, ben voilà, nous sommes entreprise du patrimoine vivant. Je pense que c'est la même démarche que Viollet-le-Duc au XIXe siècle, qui a identifié tous les vieux bâtiments français, tout notre patrimoine historique, patrimoine architectural. Là, l'idée, c'est un peu pareil, c'est de dire, voilà, on ne peut pas, de même qu'on n'a pas le droit de détruire un joli pigeonnier dans son jardin, parce que il fait partie du patrimoine historique. En quelque sorte, on vient rappeler avec le label entreprise du patrimoine vivant qu'il y a un savoir-faire rare. D'ailleurs, nos usines se visitent aux journées du patrimoine. Vous voyez, on est un petit peu dans le même esprit. Et c'est important de le rappeler à tous ceux autour de nous qui pourraient avoir des velléités de trop vite nous bousculer, nous demander de quitter des centres-villes. Vous voyez, c'est aussi une sorte de bouclier pour préserver notre implantation. Nous sommes en centre-ville. On n'a aucun problème de voisinage, mais s'il devait y en avoir, ça permet aussi de rappeler que même s'il peut y avoir un peu de fumée qui sort de nos cheminées parce qu'on fait de la vapeur d'eau pour dégraisser les produits que nous venons peindre, même si cette vapeur est à proximité d'habitation, ben voilà, c'est un savoir-faire rare, il faut l'accepter tel quel. Voilà, c'est un label qui est très protecteur et puis qui porte aussi tout ce sens que nous essayons de développer, de dire, voilà, nous sommes fiers de fabriquer en France, on n'a pas cédé aux sirènes d'aller… On aurait pu, et d'ailleurs, dans un autre type de produit, sur nos chauffages, on a fait un peu un aller-retour en Chine parce qu'on n'arrivait plus à vendre facilement nos produits. Et la grande distribution nous demandait toujours moins cher. Et quand vous êtes happé dans ce tourbillon qui vous tire vers le bas, ben vous finissez par partir en Chine. Et nous, finalement, c'est ça toute l'histoire du label, c'est de se dire, on est des fabricants français, on est attachés à cette usine, nos salariés sont attachés, nous sommes attachés à nos salariés, nous vivons avec eux tous les jours. On ne peut pas laisser tomber ce truc. Et c'est pour ça plutôt que de se plaindre, plutôt que de dire il y a trop de charges en France, qui je crois quand même est un peu vrai malgré tout, mais chacun aura son point de vue là-dessus, plutôt que de se plaindre, et de toutes les façons, le niveau des charges en France, je ne sais pas quand ça va changer, mais à mon avis, ça ne changera pas avant de nombreuses années. Plutôt que de se plaindre, c'est de dire, ben voilà, vous êtes tous attachés, nous sommes tous attachés, nous les Français, à notre modèle de protection sociale. Et quand on achète français, non seulement on fait vivre, tout le monde le comprend, on verse un salaire à un ouvrier français, mais ce qu'on comprend peut-être moins, c'est que quand on achète français, bien, par le biais des charges sociales qui remplissent nos bulletins de paye, nous contribuons à notre protection sociale en soi. Et donc, quand on achète français, on joue le jeu de notre protection sociale. Et je crois que les Français y sont attachés. Donc, il faut dire aux Français, si vous voulez vraiment perpétuer ce modèle, il faut acheter des produits fabriqués en France le plus possible. Alors, ça ne suffit pas pour les convaincre. Je crois aussi que pour convaincre un consommateur d'acheter français, il faut lui apporter de la garantie. C'est ce que nous faisons. Par exemple, nos plaques de plancha émaillées sont garanties à vie, qui est un autre signe en disant, si tu achètes la plancha Eno, tu vas acheter une plancha fabriquée en France, tu vas acheter un peu de ta protection sociale. Et en plus, on te garantit à vie la plaque. Donc, on peut dire que… et donc, par une garantie à vie, on va donc aussi jouer le jeu de la transition écologique en disant, voilà un objet qui, tant que Eno existera, et j'espère qu'on va exister encore de nombreuses années, tant qu'Eno existe, on peut réparer cet objet. C'est ça tout le sens de tous ces labels. Et autour de la fabrication française, on a bien entendu tous ces éléments d'information qui viennent s'accumuler. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier tout ça. Derrière les fumées d'une usine, on oublie que finalement, même si ça ne sent pas toujours très, très bon, eh bien, au moins, voilà une fabrication à circuit court et qu'il faut absolument préserver pour les raisons qu'a expliqué, bien entendu, bien mieux que moi, Gabriel.
Oui, donc effectivement, vous rejoignez puisque Gabriel nous traçait trois axes de concentration pour l'industrie en France. La valeur travail, quelque part, vous y répondez à travers le financement du modèle social. En tout cas, ça redonne un sens complémentaire qu'on oublie certaines fois. La transition écologique et puis l'ancrage territorial. Sur l'ancrage territorial, ça, c'est une question qui nous intéresse tous. C'est bien de produire en France, mais la ressource, les sous-traitants, comment est-ce que ça s'organise et quelles contraintes ça représente? Oui, alors je crois que en fait, il y a deux façons d'aborder la question. Une première façon, c'est de dire qu'une entreprise ne peut pas être implantée en France si les conditions générales de son implantation ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que si en effet elle ne trouve pas le foncier qui lui est nécessaire, et parfois certains projets exigent un foncier très important. Je discutais hier avec une personne qui est en charge du développement économique de la région Occitanie et qui me disait qu'il y a de très gros projets qui aujourd'hui impliquent 100 hectares. Et c'est très difficile de trouver 100 hectares pour implanter une usine de batterie ou pour implanter une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques. Donc la question du foncier ne peut pas être ignorée. La question de la qualité des infrastructures ne peut pas être ignorée non plus. Bon, voilà, donc il y a des facteurs comme ça que j'appellerais des facteurs de localisation. Mais encore une fois, ces facteurs de localisation ne sont pas suffisants. En réalité, pour qu'on puisse véritablement pérenniser en quelque sorte l'ancrage territorial d'une activité, le foncier, la qualité d'infrastructure ne suffisent pas. Il faut sans doute d'autres éléments et donc probablement comprendre le territoire d'une autre manière. Et comprendre le territoire d'une autre manière, ça signifie finalement mettre l'accent sur la qualité des relations. C'est ce qu'indiquait tout à l'heure Laurent, avec d'autres mots, la qualité des relations finalement de l'entreprise avec son écosystème, avec son environnement, avec ses salariés, avec la municipalité, avec les clients, avec les fournisseurs. Voilà. Si je prends dans la région dans laquelle je vis, une entreprise bien connue qui est Airbus, évidemment, la tentation pour Airbus de produire ses avions ailleurs que dans l'agglomération toulousaine, de les assembler, est très forte parce que l'emprise au sol de l'usine est énorme, la proximité de la ville, du centre-ville est extraordinairement forte également. Voilà. Mais pourquoi est-ce que Airbus finalement maintient ses activités de production et pas uniquement son siège? C'est parce que finalement, dans l'écosystème qui s'est constitué autour d'Airbus, eh bien, Airbus trouve à proximité l'ensemble de ses fournisseurs, l'ensemble de ses équipementiers, l'ensemble de ses sous-traitants. Quand on regarde un peu les carnets de commandes d'Airbus, il est vrai que beaucoup de pièces sont acheminées de très loin, comme on le sait, en Europe ou parfois des États-Unis, mais en même temps, eh bien, Airbus travaille avec énormément de fournisseurs, de sous-traitants qui sont sur place. Les équipementiers, les systémiers sont sur place. Et on voit bien que finalement, il y a encore une autre dimension, je crois, qui joue. C'est au-delà des relations, de la complémentarité des compétences entre les fournisseurs, les équipementiers, les systémiers. Il y a aussi les relations de confiance. Ça, je crois que c'est très, très important. Dans un territoire, eh bien, on parle la même langue, on se connaît, on se fréquente, on partage parfois les mêmes valeurs. Et finalement, quand on cherche à coopérer, eh bien, de quoi a-t-on besoin quand on cherche à coopérer? On a besoin d'identifier des compétences. Parfois, on ne parvient pas parce qu'on ne sait pas qu'elles sont à côté. Mais donc, on a besoin d'identifier des compétences complémentaires. Et on a besoin aussi de ces relations de confiance. Ce n'est pas parce que un autre industriel est à côté que je vais nécessairement coopérer avec lui. D'abord, il faut que je le connaisse, il faut que je l'identifie. Et puis, il faut qu'il y ait des relations de confiance. Mais une fois que ces relations de confiance sont nouées, eh bien, la probabilité, en quelque sorte, si je rencontre un problème une autre fois, de coopérer avec cet industriel avec lequel je sais que ça a bien marché, eh bien, cette probabilité est beaucoup plus forte. Vous voyez, donc le territoire, c'est à la fois une proximité spatiale,
une proximité géographique, une proximité qui est une proximité de complémentarité des compétences, et puis des relations de confiance, une proximité culturelle. Et puis, comme le disait peut-être Laurent tout à l'heure, avec d'autres mots, il y a aussi une dimension écologique, c'est-à-dire que dans cette économie dont je suis en train de parler, le fait de produire au plus près, permet aussi de réduire l'empreinte carbone. C'est absolument certain. Donc, cette économie circulaire est aussi une économie qui est vertueuse sur le plan de la transition écologique. Donc, on voit bien comment ces différents éléments se nouent. Alors, est-ce que ceci empêche d'être performant à l'exportation? Est-ce que ceci empêche d'être présent sur les marchés étrangers? Eno nous fait la démonstration que non. On peut parfaitement être ancré territorialement, avoir une histoire industrielle très, très puissante, articulée en quelque sorte tradition et mode ou modernité, et en même temps être capable d'être présent à l'étranger, être leader mondial dans son activité. Il n'y a aucune contradiction, et c'est peut-être ce qui fait ce succès de l'Allemagne, c'est cette capacité en quelque sorte à nouer le passé et le futur, les activités de conception et les activités de fabrication, avoir un ancrage territorial qui ne s'oppose pas à l'internationalisation. Voilà, donc tous ces éléments que l'on présente souvent comme étant trop clivants en France, en réalité ne constituent pas des clivages, mais constituent plutôt des articulations. Alors, je voudrais rajouter à ça, c'est que nous avons une grande chance, c'est que nous exploitons probablement ce qui fait de la France notre image la plus positive, c'est la gastronomie. Et on voit bien que nous sommes fabricants d'objets de cuisson, mais ce que nous jouons beaucoup à l'international, c'est la réputation de la France dans le domaine de la gastronomie qui n'est pas à faire. Et on voit bien qu'il n'y a strictement aucun lien entre notre industrie et cette culture. Et pourtant, cette culture nous aide à exporter. Donc, il faut utiliser le plus possible tous nos éléments de reconnaissance culturelle dans le monde pour les exploiter sous forme de produits fabriqués en France. Voilà, on a cette chance et il y a probablement dans le domaine de la gastronomie encore beaucoup, beaucoup à faire pour dire que aussi l'instrument de cuisson permet d'atteindre, même si c'est un peu plus du marketing, mais permet d'atteindre des capacités de bénéficier de la gastronomie partout dans le monde. Effectivement, c'est un avantage concurrentiel assez fort par rapport à vos compétiteurs, pour reprendre un terme que vous utilisez souvent. Disons que si on se compare aux Allemands, là, on est un petit peu meilleur probablement. Je ne connais pas la gastronomie allemande, mais j'ai envie de penser que là, pour le coup, nous avons une meilleure réputation. Ouais. Je disais dans mon introduction que nos gouvernants ont été unanimes à dire au moment du premier confinement qu'il fallait qu'on réindustrialise la France. Et j'ai une question qui nous est posée via le chat de Jean-Marc Rousseau, qui est un industriel de la région, qui dit « La réindustrialisation risque de demander du temps, une énergie considérable et des capitaux conséquents afin de construire de nouvelles usines, de former des professionnels en s'assurant du respect de l'environnement. Ne vaut-il pas mieux faire un deal gagnant-gagnant avec les entrepreneurs afin de fixer des activités de conception et de production vertueuses sur notre territoire régional ou national ?» Gabriel Coltis, une réponse à ça, vous la voyez comment, la réindustrialisation de la France? Moi, je pense que cette réindustrialisation est possible, elle est certainement nécessaire, et je pense que les opportunités sont très importantes. Je crois qu'on peut transformer en quelque sorte nos difficultés en avantages comparatifs. Je vais illustrer mon propos en disant que Laurent produit des matériels de cuisson, mais en regardant un tout petit peu les statistiques que fournit l'INSEE, on s'aperçoit que la dépendance aux importations de l'ensemble des biens de consommation durable des Français, la dépendance aux importations est extraordinaire. Le pourcentage est absolument hallucinant, puisque 86% des biens manufacturés que les ménages français utilisent, 86%,
sont aujourd'hui importés. Donc, on voit que Eno, c'est dans les 14% de produits non importés. 86%, ça signifie que les possibilités en France de produire pour répondre à la demande des Français, ces possibilités sont innombrables dans absolument tous les domaines. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples. Hein. Je ne reprendrai pas les exemples des matériels sanitaires qui nous font cruellement défaut, mais pour rester dans le domaine de Laurent, dans l'électroménager, par exemple, en tout cas dans des domaines proches, hein, dans l'électroménager, eh bien, les possibilités de reconquête sont très importantes et elles commencent à être exploitées. C'est-à-dire que dans la région, dans la ville Toulouse dans laquelle j'habite, eh bien, il y a un producteur maintenant de bouilloire qui a lancé une bouilloire, je ne dirai pas son nom pour ne pas faire de publicité, mais une bouilloire garantie à vie. C'est la même démarche que celle de Laurent. Et cette entreprise qui produit donc des bouilloires garanties à vie, eh bien, va en 2021 ou 2022 au plus tard lancer, je dis bien lancer et non pas relancer, une activité de fabrication de machines à laver le linge, donc dans le territoire donc de la région Occitanie. Mais avec une caractéristique que je voudrais peut-être souligner, c'est pour revenir à ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est une caractéristique de durabilité. Et la durabilité, ça ne signifie pas uniquement la disponibilité des pièces en stock. La durabilité, ça signifie aussi que quand un ménage voit sa machine à laver le linge ou son lave-vaisselle finalement tomber en panne, pourquoi ne le répare-t-il pas? Il ne le répare pas parce qu'il n'est pas conçu pour être réparé. Ça signifie que, par exemple, le moteur… Voire il est conçu pour ne pas être réparé. Voilà, voire il est conçu, effectivement, tout à fait, pour ne pas être réparé. Oui, c'est une question d'obsolescence, entre autres. Hein. Ouais. Mais là, je voulais mettre l'accent sur le process industriel lui-même. Si une pièce de l'appareil représente 40 ou 50%, si la partie chauffante, par exemple, de l'appareil que produit Laurent, si cette partie chauffante représente 50% de la valeur du produit, eh bien, si cette pièce est défectueuse, sauf à ce que Laurent eh bien, accepte de la changer gratuitement, l'utilisateur dira ben, moi, ça me coûte trop cher de réparer, je ne répare pas, je jette, je change, j'en achète une autre. Voilà, et ça ne sera peut-être pas à ce moment-là une planche de la même marque que Eno, parce qu'il sera très mécontent. L'idée, c'est que aussi, quand on conçoit un matériel, c'est de faire en sorte qu'aucune des parties, aucune des pièces, en quelque sorte, du matériel ne coûte trop cher dans la valeur totale du produit. Donc, il y a toute une réflexion, en quelque sorte, sur le process industriel lui-même pour que, finalement, le matériel soit effectivement durable. Donc, on voit qu'il y a véritablement une réflexion sur le Made in France. On ne peut pas produire les mêmes produits que les Chinois. Ce n'est ni possible ni souhaitable. Et les utilisateurs doivent aussi regarder au-delà du coût d'acquisition. Et ça, c'est quelque chose, une démarche qui est difficile. Ne pas se polariser uniquement sur le coût d'acquisition. Ça, c'est ce que les grands distributeurs poussent à faire. Acheter chez nous, c'est moins cher. Mais oui, mais quand vous achetez un produit que vous allez conserver, que vous allez garder 2 mois au lieu de le garder toute votre vie, si le même produit a un coût d'usage, s'il s'agit d'un radiateur, d'un appareil chauffant, un coût d'usage absolument extraordinaire parce qu'il n'est pas performant sur le plan énergétique, eh bien vous allez perdre en coût d'usage, en coût énergétique, en coût de réparation, en coût de maintenance. Vous allez perdre bien plus que la différence, en quelque sorte, de coût d'acquisition. Vous allez payer plus cher un produit qui, à l'usage, va vous coûter beaucoup moins cher. Et ça, c'est très, très, très important. Hein. Donc, on a d'ailleurs une question sur le chat de Anneau Durier qui nous demande l'indice de réparabilité peut-il y contribuer à une réindustrialisation de la France, et de savoir est-ce que ça peut être un levier de développement pour les industries françaises. On peut peut-être replacer le contexte. Depuis le 2 janvier a été lancé un indice de réparabilité qui a été créé. Peut-être Laurent sur le sujet? Oui, alors voilà, c'est effectivement un certain nombre d'objets, dont d'ailleurs la machine à laver le linge, font l'objet maintenant d'un traçage de réparabilité. Alors, c'est quelque chose, c'est un mouvement dans lequel on s'inscrit pleinement parce que nous sommes persuadés qu'ayant une usine centenaire, ayant
des stocks de produits plusieurs fois, de plusieurs décennies. Nous sommes capables d'entretenir des appareils fabriqués il y a 30, 40 ans et les gens sont très surpris par ça, mais on le fait et on le fait naturellement parce que voilà, on a le stock et les gens nous appellent, on leur dit bah oui, on a cette pièce qui est défectueuse chez vous, mais qui a 30 ans, on l'a encore. Voilà, donc les gens sont très surpris, mais ça existe, mais c'est ça aussi la force d'une PME qui n'a pas été délocalisée. Et on s'inscrit pleinement dans cette démarche de l'indice de réparabilité, même si bien entendu il est complexe à établir. Autant l'Origine France Garantie, c'est un label facile à mesurer, quoi qu'il y a parfois des difficultés, des complexités, mais l'indice de réparabilité, c'est difficile de pouvoir certifier qu'un appareil pioché au hasard sur les rayons de la grande distribution puisse être vraiment réparable. Mais je pense qu'on doit aller vers ça. Et l'étape ultime, probablement, si on reparle de transition écologique, c'est de dire non seulement il faut qu'on puisse apporter une garantie de réparabilité, c'est-à-dire de démontabilité. Je crois que on l'a pas assez dit, mais pour qu'un appareil soit réparable, il faut qu'il soit démontable, donc conçu comme étant démontable, avec peu d'éléments soudés, collants, difficilement démontables. Donc démontabilité pour la réparabilité. Et ce qui est important quand même, c'est d'y incorporer des éléments, des matériaux le plus recyclables possible. Et les matériaux les plus nobles sont, comme par hasard, ils sont plus chers, plus nobles, et en plus, ils sont recyclables. Si on prend l'acier inoxydable, si on prend toutes les familles d'acier, tout ça, c'est intégralement recyclable. D'ailleurs, quand on jette, quand on restitue de l'acier, des rebuts d'acier ou des déchets d'acier, eh bien, on peut le vendre. Il y a une valeur marchande, ce qui prouve que ce qui a une valeur marchande présente un intérêt, et ce qui présente un intérêt est généralement hautement recyclable. Et il faut absolument promouvoir ça. L'indice de réparabilité, c'est une très belle évolution. J'espère qu'il pourra se propager jusqu'à nos produits. Nous, on réclame autant qu'on peut de pouvoir bénéficier, de pouvoir afficher cet indice sur nos produits. Mais pour l'instant, notre gamme de produits n'est pas identifiée comme un produit stratégique. Ce qui est identifié dans les produits à indice de réparabilité, ce sont les téléphones, bien entendu, les téléviseurs, les machines à laver, enfin ce que tout le monde a. Mais petit à petit, j'espère que tous les objets feront l'objet de cet indice de réparabilité. Plutôt chez les champions de l'obsolescence programmée, finalement. Oui. Pour autant, c'est un bon endroit pour faire ce marquage. Alors, je voulais revenir quand même sur les délocalisations, ou plutôt la relocalisation. Moi, j'insiste, et je crois que je partage beaucoup le propos de l'auditeur qui disait, est-ce qu'il ne faut pas plutôt bénéficier de tout ce qui existe? Et je suis 100% d'accord avec ça. C'est que pour avoir, moi, relocalisé cette usine nord-américaine en France, on voit que c'est extrêmement complexe, coûteux, dangereux, risqué. Et on a mis beaucoup plus de temps qu'on ne l'imaginait à relocaliser une fabrication pourtant très similaire à la nôtre. Je m'aperçois que le plus simple, c'est déjà surtout essentiellement de préserver l'existant. On s'est beaucoup désindustrialisé ces dernières années, on le sait, et il faut que cela cesse. J'entendais encore parler ces derniers jours à la radio de la fin peut-être programmée de cette magnifique entreprise qui fait nos verres de cantine, Duralex. Et je ne sais pas comment on peut faire. Peut-être les pouvoirs publics sont parfois désarmés malgré leurs coups de manche, leurs effets de manche. Mais il faut que nous nous mobilisions pour que toutes nos usines existantes perdurent. Alors peut-être que ça passe quand même par une réoxygénation de toutes nos usines, c'est-à-dire peut-être accepter que le système productif français fasse l'objet de moins de charges. Enfin, je ne sais pas comment on peut trouver quelque chose qui fasse que la production française soit le plus possible préservée, parce qu'une usine qui part avec quelques dizaines ou quelques centaines de salariés, ça ne reviendra pas. Il ne faut pas raconter l'histoire aux Français. En revanche, des usines existantes qui peuvent se déployer avec Dieu sait quel système à inventer pour… D'abord, il faut trouver des entrepreneurs, parce que diriger des usines, ce n'est pas confortable. C'est quand même beaucoup de soucis tous les jours. Là, pendant qu'on parlait, on m'annonce que j'ai une grosse machine en panne. Donc voilà, j'ai hâte de retourner à l'usine pour voir ce qui se passe. C'est ça une usine, et il faut préserver l'existant par tous les moyens de la terre. Je ne sais pas s'il y a des responsables politiques qui nous écoutent, mais il faut tout faire pour que, avant que ce soit le dépôt de bilan,
parce que là, l'homme politique ne peut plus rien faire, mais s'intéresser. Moi, j'invite tous les maires, tous les conseillers généraux, régionaux, je les invite à s'intéresser à leur environnement productif pour savoir si ça se passe bien, si on peut faire quelque chose pour aider, comment les inciter à exporter plus. Il faut partir de l'existant, il faut faire pousser l'existant et penser qu'on va réimplanter sur des zones vierges des usines. Bon, ça se produit, on le voit bien, mais je crois qu'il y a eu des analyses qui ont été faites qui disent que pas plus de 8% de notre capacité productive seront réindustrialisées, seront relocalisées, alors que de permettre à des usines existantes déjà de vivre mieux et de se déployer peut-être sur d'autres secteurs d'activité, voilà peut-être la meilleure idée qu'on puisse avoir. Préserver l'existant et l'aider à grossir en lui apportant de l'oxygène, c'est-à-dire peut-être moins de charge. Écoutez, on se dirige vers la fin de notre carnet pro. Je pense que c'est une conclusion qui sied également à Gabriel Coltis. En 2 mots, Gabriel, sur ce sujet-là, je crois que vous partagez la vision de Laurent. Oui, alors je partage la vision de Laurent qui est un peu paradoxale puisqu'il nous disait tout à l'heure que quand on achète français, on contribue à assurer le système de protection sociale en France. Bon, moi, j'utilise pas trop le terme de charge, mais plutôt le terme de cotisation sociale. Bon, il est vrai qu'elles ne doivent pas être trop lourdes, mais je crois que si il s'agit de développer l'existant, alors il faut absolument s'orienter vers de gros efforts d'éducation, de formation initiale, de formation continue. Former au métier de l'industrie me paraît très important. Et puis, je pense aussi qu'il y a une éducation à faire du côté des acheteurs, pas seulement des ménages, mais aussi, pourquoi pas, des acheteurs publics. Les acheteurs publics devraient être beaucoup plus attentifs qu'ils ne le sont. Les marchés publics, voilà, aux États-Unis, on a le Buy American Act. Voilà, eh bien, il faut que les acheteurs publics dépassent le bout de leur nez et puis se posent la question quand ils achètent, est-ce qu'ils peuvent acheter localement, par exemple, est-ce qu'ils peuvent, voilà, par leur marché public, soutenir la production industrielle, soutenir la production agricole. Je crois que là, il y a aussi de très belles choses à faire et il ne faut pas toujours mettre en avant le code des marchés publics parce que les possibilités, en quelque sorte, d'acheter des produits français quand ils sont plus chers existent tout à fait sur le plan légal. Oui, c'est ça, et que la politique du mieux-disant n'est pas forcément la meilleure. Non. Alors ça change un petit peu. C'est un petit peu ce qu'on entend de plus en plus parce que dans notre bureau d'Origine France Garantie, donc nous avons aussi des personnalités politiques et j'entends enfin dire que dans les marchés publics maintenant, ce qui n'était pas un critère du tout, hein, c'est vrai que dans les cahiers des charges d'achat public, il n'était jamais mentionné l'origine et maintenant il est autorisé pour quelqu'un qui veut promouvoir ses produits auprès des marchés publics. Il est autorisé, et pas forcément obligatoire, mais autorisé de revendiquer l'origine française de la fabrication. Et notamment le label Origine France Garantie, qui commence à être bien connu des pouvoirs publics, est un moyen aussi de présenter, de répondre à des cahiers des charges d'achat public. Bah écoutez, tant mieux. Si la gendarmerie nationale ne roule plus en Subaru, ça peut quand même être une bonne chose. Bien, écoutez, voilà, on se dirige vers la fin. Il y a un volet que vous avez survolé rapidement, Gabriel, mais ça va faire l'objet d'un carnet pro à part entière. C'est le sujet de la formation. Pourquoi ? Parce que je vous demande de prendre date le jeudi 21 octobre prochain. Se déroule une manifestation qui est importante pour toute notre région. C'est Made in Val-de-Loire, qui est une biennale, qui est un salon des entreprises industrielles du territoire. D'ailleurs, Gabriel et Laurent, on aura l'occasion de vous convier avec plaisir sur cette biennale. Et le thème pour cette année, voulu par la présidente de l'association, qui est une industrielle, Catherine de Colbert, ce sera des industries et des hommes. Et se posera la question de la formation, de la façon de communiquer aussi avec le monde de l'enseignement pour raconter des belles histoires, de réussite dans l'industrie. Je pense qu'à travers votre témoignage à tous les deux ce matin, on y a contribué. Ça donne envie de se passionner pour ce monde industriel et je vous remercie infiniment de votre disponibilité. Et je vous invite au prochain carnet pro qui sera le 16 février, alors sur un thème différent.
on va faire venir un philosophe qui était venu déjà il y a 6 ans sur Carnet Pro, qui a commis un livre récent qui est « Oser la gentillesse en entreprise ». Donc Emmanuel Jaffelin est un philosophe qui s'est beaucoup spécialisé sur la gentillesse. Alors pourquoi ce thème qui peut apparaître peut-être un petit peu loin des préoccupations des chefs d'entreprise et cadres dirigeants qui nous suivent? Tout simplement, c'est que, vous l'avez bien constaté, l'organisation du travail, du moins en tout cas dans les services, a été chamboulée sur ces derniers mois, et il est clair que nos fonctionnements, nos managements nécessitent de plus en plus de bienveillance. La gentillesse, c'est un sujet qui est un petit peu paradoxal, parce que c'est vrai que Jaffelin nous l'expliquera. Quand on dit à quelqu'un tu es bien gentil, est-ce que c'est un compliment ou pas? Ça, on ne le sait pas vraiment. Lui, il nous le dira. Il considère la gentillesse comme étant une vertu. Et aujourd'hui, on a bien vu que le premier confinement, cette gentillesse s'installait. Le deuxième, un peu plus d'agressivité. Et là, on voit bien que le corps social se tend un peu, et que la gentillesse ne va pas forcément être une valeur très portée dans les prochaines semaines. Donc tout ça est d'actualité finalement. Et comment replacer la gentillesse au cœur des entreprises. Voilà, donc ce sera le 16 février prochain. On aura plaisir à vous recevoir sur Carnet Pro. Merci Gabriel Coltis. Il fait beau à Toulouse aujourd'hui? Moyen. Moyen. Merci Laurent Collat de votre disponibilité. Et puis, écoutez, on aura l'occasion de se recroiser certainement sur Made in Val-de-Loire, où Carnet Pro fera un Carnet Pro très certainement en lien avec le sujet de la formation industrielle, et avec les perspectives de bonheur à vivre dans l'industrie. Voilà, bonne journée à vous. Et bravo à la Nouvelle République pour le soutien à la fabrication française. Bravo. Merci beaucoup. Merci à Jennifer aussi. Ah oui, et merci à Laura Bizet aussi. Qui et nous à a Laura, beaucoup aidé. j'allais la remercier absolument. Et merci. C'est gentil, merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt. Très bien. Je vous appelle, Gabriel. D'accord.